assemblée très nombreux, ce qui témoigne du dynamisme électologique de la région, et ce n'est pas toujours si fréquent. Je remercie évidemment Mohamed Taleb et Hamid Benyaminan de m'avoir invité à participer. Donc moi je suis François Page, je suis addictologue au CHU de Nancy, et il m'était demandé de vous parler des médicaments du usage de l'alcool, ce qui est une mission un peu complexe en peu de temps. Je vais tâcher d'être le plus concret possible et de faire un petit peu un état des lieux de ce que l'on sait. J'aurai le plaisir de vous donner en première mondiale quelques résultats que DEA Pharma m'a autorisé à divulguer sur l'oxybate de sodium. Alors voici les liens d'intérêt. Alors Michel Reynaud a bien situé tout à l'heure le problème, qui est qu'on est en train d'évoluer d'une classification catégorielle vers la vraie vie, j'allais dire, qui est donc un continuum de situation, de sévérité du mésusage, ce qui permet de situer à ce moment-là un seul objectif, qui est la réduction des risques et des dommages. Ça a bien été évoqué tout à l'heure, et donc on est sorti du concept dépendance égale abstinence, qui était quand même assez réducteur. Et réduire les risques et les dommages, ça implique forcément de passer par un changement de consommation, celui-ci étant une condition nécessaire, mais pas suffisante. Je pense que nous partageons tout cela. Et dans cette acception, il me semble que l'abstinence, ça n'est jamais qu'une réduction de consommation poussée à son extrême, et qu'il n'y a pas de différence de nature fondamentale entre les deux. Même si on garde les deux objectifs dans un but d'ailleurs de clarté, il n'y a pas, à mon sens, de différence de nature. D'ailleurs, la plupart des médicaments dont je vais vous parler sont probablement à même à la fois de réduire et d'aider l'abstinence, en tout cas sur un plan purement pharmacologique. Après, l'AMM, c'est autre chose. Donc on a bien deux objectifs, réduire la consommation ou aider à l'abstinence. Je crois que tout le monde reste d'accord pour dire que l'abstinence pour les patients les plus sévèrement touchés, soit en termes de sévérité de la conduite, soit en termes de complications, l'abstinence reste l'objectif le plus pertinent, mais qu'il y a des gens qui ne le souhaitent pas, qui ne le peuvent pas, qui arrivent à contrôler une consommation, et donc la réduction de consommation, même chez l'alcoolodépendant, est maintenant devenue un objectif réaliste et pertinent, y compris reconnu par les autorités réglementaires. J'insiste sur le fait que, et c'est toujours dans l'idée que finalement il n'y a pas de différence fondamentale de nature entre abstinence et réduction de consommation, qu'au cours d'une vie d'un patient, il y a de nombreux passages d'un objectif vers l'autre, que ces objectifs ne sont pas fixés une fois pour toutes dans le marbre, et qu'on peut avoir une abstinence avant d'essayer de retrouver une consommation contrôlée, ou à l'inverse, des périodes de consommation, de réduction de consommation, avant de s'orienter vers une abstinence par exemple. Alors je ne reviens pas non plus sur ce qui a été dit largement par Michael Nassien en particulier. Alors la spécificité de l'alcool par rapport à d'autres produits, c'est qu'il n'a pas de récepteur. Il a des actions extrêmement multiples sur de nombreux systèmes de neurotransmission et sur les membranes, et que l'enjeu dans tout cela, c'est d'essayer de voir si un certain nombre de médicaments peuvent moduler cette fameuse libération de dopamine et diminuer donc le craving dont a parlé Marc Auriacombe. Et il faut reconnaître que les deux grandes pistes de recherche actuelles sont autour des agonistes GABAergiques et des antagonistes et des opioïdes endogènes. Alors j'ai situé deux temps. Le premier temps, qu'est-ce qu'on a comme médicament et qu'est-ce qu'on en sait pour aider à réduire la consommation, et ensuite la même chose pour l'aide au maintien de l'abstinence. Donc l'objectif, c'est d'essayer, autant que faire se peut, de repasser en dessous des seuils qui sont considérés comme acceptables en France. Donc 21 verres pour les hommes par semaine, 14 pour les femmes, pas pour verres par occasion. Je rappelle juste qu'on est maintenant dans une logique qui n'existait pas il y a 10 ou 20 ans, qui est une logique de réduction et de considérer que toute réduction est positive dans le champ de l'alcool en tout cas. On peut discuter ce qu'il en serait par exemple pour le tabac, mais dans le champ de l'alcool, compte tenu notamment de la forme de la courbe, toute réduction de consommation est considérée comme un bon résultat, même s'il est incomplet, imparfait, en termes de réduction des risques et des dommages incontestablement, et d'autant plus que la consommation est plus élevée, puisqu'encore une fois la courbe est relativement exponentielle, vous la voyez ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Je rappelle que l'accompagnement psychosocial, et on le verra tout à l'heure, fait dans toutes les études l'essentiel du résultat. Pour l'instant en tout cas, l'essentiel du résultat en termes d'approche thérapeutique, c'est l'accompagnement psychosocial qui le fait, le médicament ou les médicaments rajoutant à cet accompagnement, à des degrés divers, un plus. Et les médicaments, il y en a deux, qu'on peut utiliser dans cette réduction de consommation, qui sont le nalmefène et le baclofen. Donc vous les connaissez bien, quelques mots. Le nalmefène est donc à la fois un antagoniste des récepteurs mu et delta. Et ce qui le différencie du naltrexone, du Revia, c'est qu'il a aussi une action sur le récepteur kappa. Donc il est susceptible à la fois d'avoir un effet sur la compense positive
en tant qu'antagoniste des opiacés, mais aussi sur la récompense de soulagement, sur la récompense négative, et sur l'effet dysphorique qui est induit par la stimulation des récepteurs kappa. Deuxième point, il a une AMM un petit peu particulière et a fait l'objet d'études un peu particulières, puisque ça n'est plus un traitement systématique, on avait historiquement l'habitude de le faire, c'est un traitement si besoin, et comme l'a bien montré Marco Gapon tout à l'heure, par anticipation de la consommation et du craving certains jours. Donc évidemment, pour les patients qui consomment tous les jours, qui ont envie de boire tous les jours, c'est un traitement routinier tous les jours. Il y a aussi des patients qui ne consomment que certains jours, le week-end par exemple, et donc le traitement est si besoin est consommé, proposé, un comprimé par jour, pas plus, il n'y a pas d'argument pour monter au-delà. Ces jours où le patient perçoit du craving ou un risque de consommer. Et le critère de jugement principal, c'est aussi la première fois que ça a été fait, n'est pas l'abstinence, mais la réduction du nombre de jours la réduction de la consommation moyenne et surtout la réduction du nombre de jours de forte consommation, dont on sait maintenant que c'est quand même eux qui font l'essentiel de la gravité de la conduite. La tolérance ne pose pas de problème particulier. Évidemment, et comme pour la plupart des médicaments, il y a plus d'effets secondaires sous médicaments que sous placebo. C'est des effets secondaires qui sont en général d'intensité faible à modérée, dont j'ai cité ici quelques-uns qui ressemblent finalement à ce que beaucoup de médicaments peuvent provoquer. Alors peut-être trois questions un petit peu particulières, qui sont issues là plus de l'expérience depuis qu'il est sur le marché, qui sont des effets secondaires qui peuvent arriver, et sans doute vous y avez été confrontés assez vite, en l'espace de quelques jours après le début du traitement, souvent de type vertige, nausées, vomissements, qui génèrent pas mal d'arrêts de traitement lorsque ces effets indésirables surviennent, alors même que les patients n'en ont pas forcément été informés. Ces effets indésirables passent souvent au bout de quelques jours, mais donc il faut les informer qu'ils continuent. On est amené parfois, passez-moi l'expression, à bricoler un petit peu pour les aider à passer le cap, donc en leur demandant de prendre des comprimés pendant le repas, certains même coupent les comprimés en deux pour voilà, le temps qu'ils s'habituent et que ces effets secondaires régressent et que le traitement puisse être continué, sinon il est arrêté avant d'avoir manifesté la moindre efficacité. Deuxièmement, il y a eu quelques cas de syndrome de sevrage, plus ou moins important, parce que des patients ont réduit leur consommation de façon importante et rapide dans l'espace de quelques jours, et donc ce différentiel de consommation a pu générer des effets secondaires de type syndrome de sevrage, et donc on est parfois amené à leur demander d'étaler un petit peu la réduction de consommation pour éviter cela. Et puis, comme beaucoup de médicaments de ce type aussi, il y a eu une alerte de l'Agence européenne sur la connexion entre, l'hypothèse d'une connexion entre le médicament et un risque de dépression, voire de suicide. Évidemment, quand on connaît les liens entre alcool, dépression et suicide, on a du mal à savoir, non pas qui est l'œuf et la poule, comme l'évoquait Marc tout à l'heure, mais dans quel sens ça se joue. En tout cas, dans le doute, il faut regarder ça d'un petit peu près. Alors, le deuxième est le baclofène. Donc lui, c'est un agoniste des récepteurs GABA, GABA-B en particulier, qui a en gros deux grands mécanismes d'action pour ce qu'on en connaît, et on est loin de tout savoir. Une diminution des propriétés renforçantes de l'alcool, à la fois sur la récompense et le soulagement, et un effet anxiolytique qui peut participer également à son efficacité. Alors le problème, vous le connaissez, c'est qu'on attend toujours, alors peut-être un des coordonnateurs de l'étude Alpadir est dans la salle, il pourra peut-être nous en dire plus. Pour l'instant, on attend toujours les résultats des deux grandes études qui sont Alpadir et Bacloville pour l'étude française. Pour ce qu'on en dispose, on dispose pourtant de 8 essais cliniques contrôlés, ce qui peut paraître beaucoup. Le problème, c'est que sur les 8, il y en a 7 qui ont été faits à faible dose, pendant une durée courte, 3 mois, et que petits effectifs. Et donc on a encore du mal à, dans le mesure où ils sont discordants en termes de résultats, apprécier réellement le rapport bénéfice-risque du produit, en tout cas dans ces études. Alors il y en a une qui est peut-être plus intéressante, mais malheureusement a encore été faite sur des tout petits effectifs de 2 fois 28 patients, qui est l'étude allemande, qui elle est assez clairement positive. En plus, elle a le mérite d'avoir un protocole qui ressemble finalement un peu à celui d'Alpadir, avec une dose variable, même si la dose maximale est plus importante dans l'étude allemande, parce qu'elle a monté jusqu'à 270 mg. Voilà, donc bref, il faut vraiment attendre les résultats de cette arlésienne, en tout cas des 2 études dont on peut espérer qu'elles permettent de vraiment positionner le produit, en sachant qu'il y a en parallèle à cela des études observationnelles. Alors j'en donnerai une qui me paraît la plus
emblématique, la plus étayée aussi, qui est celle de Beaurepaire, qui montre des résultats, même à 2 ans, qui sont intéressants, même si on se met en intention de traiter, puisqu'on est aux alentours de un peu plus d'un patient sur 2 qui reste soit abstinent, soit à des consommations à relativement faible risque, en sachant que, bien sûr, le problème des cohortes est toujours qu'on ne peut pas attribuer la part du résultat qui revient aux médicaments. Alors, dans plusieurs études, celle de Beaurepaire, mais aussi confirmée par les travaux de Benjamin Roland de Lille, il semble que peut-être il y a une moindre efficacité du baclofène dans le cas de conduite psychiatrique importante. Alors, en dehors de ça, on a eu quelques éléments de données de RTU. Je dois confesser que je trouve que le communiqué de la NSM n'est pas de bonne qualité. On ne sait pas grand-chose sur les données qu'il traite, notamment, bon, il parle de 3570 patients, suivis inclus entre mars et septembre 2014, très bien, 3/4 d'hommes pratiquement, moyenne d'âge 48 ans, ça correspond bien au profil de nos patients. Indication, c'est pas une surprise, le baclofène est manifestement le plus souvent utilisé dans la réduction de consommation. On voit déjà qu'il y en a plus de 2000 qui ont eu au moins une visite de suivi, donc il y en a quand même apparemment beaucoup qui n'ont pas été suivis. Et puis ils ont utilisé ceux qui avaient eu au moins une visite de suivi, mais on ne sait pas du tout si cette visite de suivi c'est au bout d'une semaine, 3 mois, 6 mois, 1 an, donc je trouve que ce communiqué manque quand même beaucoup d'informations. Donc sur les 782 patients chez qui on a initié le traitement, qui à mon avis sont les plus intéressants, la diminution moyenne de consommation a été de 56 grammes par jour, et on est passé de 12% d'abstinents à 32% d'abstinents lors de la dernière visite, avec chaque fois une évolution du craving intéressante, puisque 3/4 des patients ont vu leur craving diminuer, ce qui, par rapport à ce qu'a dit Marc tout à l'heure, est évidemment un élément intéressant. Alors le problème, il est toujours un petit peu le même, c'est que dans ces études de cohorte, on ne peut pas faire le lien entre l'efficacité thérapeutique globale. Alors là, j'ai pris les courbes Nadmefen à titre illustratif. L'effet thérapeutique global, c'est l'ensemble du résultat global au bout d'un certain temps, qui est finalement la somme de 2 choses. Donc sous Nadmefen, c'était 66 grammes par jour, à 6 mois. La somme à la fois du suivi psychosocial, du placebo, de l'alliance thérapeutique, de l'efficacité propre du médecin, enfin de tout un tas de choses, des compétences aussi propres des patients. Et là-dessus, on rajoute une part d'efficacité pharmacologique du médicament, qui pour le Nadmefen était là de 14 grammes par jour. Et encore une fois, je le redis, dans toutes les études, la part des médicaments est la plus faible par rapport à l'ensemble de ce qu'il y a autour en termes d'accompagnement psychosocial et d'effet placebo pour faire ça. Du coup, on vient de voir que sous baclofène, on est à 56 grammes par jour, et ce dont on a besoin de savoir, c'est par rapport à cet effet thérapeutique global, c'est qu'est-ce qui revient aux médicaments, c'est où va se situer la courbe de l'effet placebo, et pour ça, seules les études contrôlées vont le dire. Alors, les effets indésirables, ils sont assez fréquents, c'est pas une surprise, ils sont dans la grande majorité des cas plutôt bénins et bien supportés. Il y a eu quelques signes d'alerte, notamment autour de convulsions lors de sevrages brutaux. C'est surtout les effets sédatifs, et c'est pas étonnant par rapport au profil du médicament qui ont été décrits. Fatigue, somnolence, notamment à forte dose, mais ils sont à peu près constants à des doses variables selon les patients. Le reste, j'allais dire, sont des choses qu'on retrouve aussi de façon relativement habituelle. On retrouve alors les crises d'épilepsie, donc à surveiller, et toujours cette interaction entre alcool, médicaments, et éventuellement troubles dépressifs et suicides, là aussi à surveiller. En tout cas, la RTU à ce jour, et vous savez que ce produit est sous surveillance par le centre de pharmacovigilance de Grenoble, ne montre pas de signal qui serait particulièrement inquiétant en termes d'effets indésirables. Alors, quelques mots d'utilisation pratique. Donc, il y a bien les 2 indications, réduction et abstinence. Je crois qu'on est maintenant tout de même tous d'accord, y compris par rapport à ce que je viens de dire, en termes d'efficacité thérapeutique globale versus effet pharmacologique, sur le fait qu'aucun médicament à ce jour n'a d'effet seulement puissant pour se passer d'accompagnement psychosocial. La RTU demande de commencer par des méthodes validées, qu'elles soient médicamenteuses ou non. Et donc cette prescription, qui à mon sens est une contrainte supplémentaire, est quand même relativement légère, alors peut-être un peu plus compliquée pour des généralistes que pour nous, mais bon, je trouve quand même que c'est les modalités de prescription et de rentrer dans la base de données ne sont pas trop lourdes. Je crois que le problème n'est pas là. Le problème, il est essentiellement au fait que la RTU a beaucoup trop de contre-indications et qu'en gros, moi, si je veux rentrer des patients et les profils de patients que j'ai, je peux en rentrer 0, ou à peu près. Et ça, c'est clairement une difficulté, mais
on comprend pourquoi ils ont fait ça finalement. Ils ont fait ça comme les administrations le font, à la fois il faut faire, on est bien motivé pour le faire, on a même été un peu poussé pour le faire, mais on sort tout un tas de parapluies pour ne pas avoir d'ennui, c'est-à-dire que alors, je pense vraiment qu'il aurait fallu se mettre, tant qu'à aller jusqu'au bout de la logique dans la vraie vie, c'est-à-dire laisser assez ouvertes les prescriptions, on a beaucoup trop fermé. Bon. Augmentation très progressive des doses, je crois que tout le monde en est d'accord, et plus on va lentement, plus ça permet souvent de monter haut les posologies, parce qu'il y a une tolérance qui s'installe. Et puis après, c'est le rapport efficacité et surtout tolérance qui va permettre de voir jusqu'où il faut aller. Alors, le fractionnement des doses sur le craving, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Beaucoup de patients disent dans la journée, finalement, bon, je travaille, je suis occupé, je sais pas, mais quand je rentre chez moi le soir vers 17h, là, 18h, là, ça monte, comme souvent le cas en fin de journée, y compris parce que l'anxiété monte aussi. Et donc adapter par exemple les doses à cette posologie en les augmentant est intéressant. Et ça rejoint à nouveau ce que Marco Iacom disait tout à l'heure en termes de, c'est vraiment en situation, en anticipation du craving, qu'on peut dire, bon bah, le matin à midi, une petite dose, juste pour entretenir le taux plasmatique et la fixation sur les récepteurs, mais c'est peut-être une demi-heure, une heure avant que le craving que vous connaissez, parce que tous les soirs c'est pareil, monte, qu'il faut anticiper et essayer de le bloquer. Bon, souvent on est amené à redescendre les doses, d'ailleurs Olivier Mézen lui-même l'avait fait parce que bon, la tolérance, lorsqu'on monte beaucoup, n'est pas toujours top, surtout pour des gens qui travaillent, et à ce moment-là redescendre pour avoir un traitement d'entretien plus facile à gérer, et une diminution progressive du fait du risque de sevrage que j'évoquais tout à l'heure. Alors donc du coup, si on veut être dans les clous par rapport à l'AMM et aux recommandations de la RTU, en synthèse, ça veut dire que pour réduire la consommation, le médicament de première ligne qui a une AMM dans cette indication, c'est le nalmefène, et le baclofène peut être utilisé en deuxième ligne si le nalmefène ne fonctionne pas, s'il est mal toléré ou pour toute autre raison. Deuxième partie, maintien de l'abstinence. Donc là aussi, on a le suivi psychosocial qui est évidemment un enjeu très important et un certain nombre de médicaments. Donc à ce jour, on en a 3 qui ont une AMM, sur lequel je vais revenir rapidement pour vous donner non pas l'historique de ces médicaments, mais un petit peu ce qu'on peut peut-être en dire et en savoir en termes d'utilisation pratique en 2016. Donc ces deux médicaments, acamprosate, naltrexone, qui sont les deux médicaments historiques de réduction du craving, des mécanismes d'action différents. Laotal, c'est plus un antagoniste des acides aminés excitateurs, notamment d'histamine glutamathergique, avec cette AMM que vous connaissez, qui est de 4 ou de 6. Sincèrement, on est les seuls au monde à avoir cette AMM. Tous les autres pays ont 6 par jour. Donc à titre personnel, vous ne le répéterez pas. J'ai réglé ce problème en considérant que je me mettais à 6 par jour chez tous mes patients, parce que ça marche mieux à 6 qu'à 4, il n'y a pas nombre d'un doute. Et on l'avait montré quand on avait testé cette molécule dans les années 95. La tolérance, vous le savez aussi, c'est surtout des troubles digestifs de type diarrhée. Habituellement, ça régresse spontanément, parfois ça amène à arrêter le traitement. Je voudrais surtout insister sur est-ce qu'on a des éléments qui orienteraient plutôt vers la prescription d'Aotal ou d'autres choses, notamment de naltrexone. Donc c'est vrai que malgré de nombreuses études qui ont cherché des sous-groupes de patients répondeurs, il n'y en a pas beaucoup. On peut penser qu'on est plutôt là, vu son mécanisme d'action, dans un soulagement, une action de la récompense de soulagement, de la récompense négative. On sait aussi que l'efficacité augmente avec la consommation, et ça je vais m'y arrêter un tout petit peu parce que c'est un élément qu'on a peut-être un petit peu trop oublié, et qui est valable pour l'ensemble des médicaments. Tous les médicaments, quels qu'ils soient, alors on verra pour le baclofène, pour l'instant on n'en sait rien, mais pour l'Aotal, pour le Revia, pour le nalmefène, pour l'oxybate de sodium, plus le patient consomme, plus le médicament est efficace. Donc voilà par exemple la droite de régression pour la acamprosate, où on voit bien que si le patient consomme 60 à 70 grammes par jour seulement, eh bien la taille de l'effet est à peu près égale à 0. La taille de l'effet, c'est, comme son nom l'indique, l'effet qu'on peut attendre du médicament. Que par contre, on arrive à des tailles d'effet qui sont, sans être foudroyantes, intéressantes, vers 0,3-0,4, lorsqu'on est à des consommations de l'ordre de 110 à 120 grammes par jour. Donc c'est à garder en tête que ces médicaments, ce n'est pas la peine d'utiliser chez les petits buveurs, ça ne sert pas à grand-chose. L'âge social, c'est plutôt chez les gros buveurs qui ont une conduite sévère qu'on a aussi le plus de mal à les aider et que les médicaments sont les plus efficaces. Alors naltrexone, donc antagoniste des opiacés, très bien. Donc lui agissant plutôt a priori sur la récompense positive, sur le plaisir, donc on a vu d'ailleurs qu'elle s'estompait
au fur et à mesure de l'évolution de la conduite. Une posologie qui est plutôt plus simple, accomplie par jour, mais avec une AMM de 3 mois seulement. Bon, une tolérance qui ne pose pas de soucis particuliers, on a des troubles digestifs, des troubles sexuels parfois, il peut y avoir quelques atteintes hépatiques, donc il faut se souvenir par rapport à ce médicament, surtout chez nos patients alcoolodépendants. Là non plus, pas de sous-groupe évident, sauf peut-être donc plutôt chez des patients qui ont un plaisir important à consommer ou qui ont encore un plaisir important à consommer, et là aussi une efficacité qui augmente avec la consommation, même si la taille de l'effet est un tout petit peu inférieure à celle de la camprosate. Le dernier élément sur lequel je vais insister, c'est issu des méta-analyses et qui montre que finalement, la camprosate, avec une taille d'effet, vous voyez, de 0,35, je rappelle qu'une taille d'effet est considérée comme faible, autour de 0,2, 0,3, modérée, moyenne, autour de 0,5, 0,6, et forte à 0,8 ou plus. Donc là, on voit qu'on reste dans des tailles d'effet faibles à modérées, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est sans intérêt, et la camprosate est plutôt plus efficace que l'analtrexone pour la reprise du premier verre, ce qu'on appelait historiquement la rechute, donc je vous rappelle que ça n'est plus maintenant la définition. La définition de la rechute, c'est plutôt le retour à une forte consommation. Donc lorsqu'on a repris un premier verre, l'analtrexone paraît là plutôt un peu plus efficace que la Laotal pour prévenir le retour à des fortes consommations. Ce qui ne surprend pas tellement finalement par rapport à son mécanisme d'action et à ce qu'on sait du Célincro par exemple. Avec une action sur le craving qui semble également un petit peu plus importante pour l'analtrexone. Donc finalement Laotal, plutôt agissant sur les acides excitateurs, récompense de soulagement pour prévenir la reprise du premier verre. Naltrexone, agissant plutôt comme antagoniste opiacé sur le plaisir, diminuant le craving et diminuant la reprise de forte consommation. Voilà donc les quelques éléments qu'on peut avoir d'orientation quant à l'indication de tel ou tel médicament. Alors un mot sur le disulfiram, un produit qui entraîne un effet antabuse, donc un malaise plus ou moins important si on consomme de l'alcool entre-temps, avec une grande variabilité interindividuelle, de moins en moins utilisé. En tout cas, on sait depuis quand même pas mal de temps que ça marche mieux s'il y a une supervision, puisqu'évidemment, on sait bien que beaucoup de patients, lorsqu'ils ont envie de consommer, ils arrêtaient tout simplement leur traitement, et que s'il y a une supervision, ça marche mieux. Donc c'est vrai que c'était un peu en désuétude jusqu'à cette étude publiée en 2014, à laquelle Henri-Jean Aubin a participé, et qui, moi, je veux dire, m'a un peu déstabilisé, en montrant que, globalement, sur les 22 études, donc c'est relativement important, on a une taille d'effet à presque 0,6, et que surtout, si on ne considère que les essais ouverts cette fois, contrairement à ce qu'on fait d'habitude où on considère que les essais contrôlés, on a une taille d'effet à 0,7, c'est-à-dire presque le double des autres médicaments dont je viens de parler. Confirmant, s'il en était besoin, que le disulfiram n'a pas de mécanisme d'action pharmacologique, mais simplement un effet sur ce que le patient pense qu'il va lui arriver s'il consomme. C'est-à-dire une espèce de béquille de sécurité, mais avec une taille d'effet qui semble encore une fois très intéressante lorsque les patients l'ont pris. Donc c'est vrai qu'il y a des biais dans pas mal d'études, mais que ça interroge quand même un petit peu sur la vraie place finalement de ce disulfiram dans notre arsenal thérapeutique. En tout état de cause, s'il reste en deuxième attention, c'est parce qu'il y a peu d'effets en général, peu d'effets secondaires, mais il y a quand même quelques effets graves, notamment hépatiques ou neurologiques, qui le font plutôt proposer en deuxième attention, sauf cas particulier. Et puis je ne reviens pas sur le baclofène, qui peut parfaitement être prescrit au RAMM dans le cadre de l'ART. Donc si on fait la même synthèse que tout à l'heure, on arrive à l'idée qu'en première ligne, à la fois en termes d'AMM et de recommandation de la RTU, c'est acamprosate naltrexone, avec les limites, intérêts et limites que j'ai évoquées, et en deuxième ligne, baclofène, ou si on veut, alors, tout à fait un autre mécanisme d'action qui ne soit pas cette fois du tout sur le craving, mais sur complètement autre chose, le disulfiram. Alors quelques mots pour demain. Je voudrais donc vous donner quelques informations sur l'oxybate de sodium, qui lui est aussi un agoniste GABA-B avec des récepteurs spécifiques. Alors vous voyez que la première étude avait été assez spectaculaire, elle date de 92, elle n'est pas d'hier, mais avec un résultat sur l'abstinence, sur le pourcentage de jours d'abstinence, assez spectaculaire, passant dans le groupe placebo de 8 à près de 26 sous GHB. Alors une grande étude qui a été faite dans 9 pays européens, qui est maintenant terminée depuis à peu près 2 ans, dont les résultats n'ont pas encore été publiés parce que le dossier, comme le baclofène, est en attente d'AMM.
Le critère de jugement principal, c'est le pourcentage de jours d'abstinence, et les critères secondaires qui sont la consommation moyenne d'alcool par jour et les jours de forte consommation. Alors qu'est-ce que ça donne? Et c'est assez intéressant parce qu'on retrouve cette gradation en fonction de la consommation. On s'aperçoit que finalement, si on prend des patients qui ont une consommation forte ou très forte au sens des seuils de l'OMS cette fois, donc plus de 40 grammes chez les femmes et de 60 grammes chez les hommes, on a une taille de l'effet, que ce soit pour l'abstinence, ou pour la consommation d'alcool moyenne, ou pour les jours de forte consommation, une taille d'effet homogène aux alentours de 0,5-0,6, qui est relativement intéressant. Et que si on prend a fortiori les patients qui ont une très forte consommation, alors évidemment on a un nombre de patients faibles qui nécessitent de prendre ces résultats avec prudence, et il y aura d'autres études, et là on a à nouveau un beau tir groupé avec une taille de l'effet qui monte entre 0,8 et 0,9, ce qui est là aussi quand même intéressant, en tout cas à suivre. Et si je traduis les choses autrement, on a ici la droite de régression sur les autres médicaments qui ont une indication dans la modification de la consommation, donc acamprosate, naltrexone et nalméphène, donc qui augmente tranquillement avec l'augmentation de la consommation. Si on prend l'étude SMO, on s'aperçoit que sur l'ensemble des patients et l'ensemble des doses, il n'y a pas de résultat. Ce qui d'ailleurs pose un tout petit problème de discussion avec les autorités réglementaires sur le dossier d'AMM, puisqu'il ne sort pas sur le critère principal. En revanche, là aussi, et d'ailleurs comme pour le nalméphène, si on fait des études post-op pour trouver des groupes de patients qui répondraient mieux, on s'aperçoit, comme je viens de le montrer, que dans les groupes de patients qui ont au moins une forte consommation, la taille de l'effet devient intéressante, aux autour donc de 0,5. Et si on prend encore le sous-groupe de gens qui ont une très forte consommation, on arrive à cette taille d'effet intéressante qui est à plus de 0,8. Avec une droite de régression qui vaut ce qu'elle vaut vu le petit nombre de patients, mais qui est là aussi ouvre des perspectives potentiellement intéressantes. Donc à suivre, on va attendre aussi la publication des résultats, mais je voulais déjà, en accord avec DEA, et je l'en remercie, vous faire part de ces quelques éléments de résultats. Alors pourquoi? Pour une raison finalement très simple et cliniquement intuitive, c'est que les patients qui ont une faible consommation d'alcool, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Voici ici les deux courbes. Dans les groupes placebo, voici les patients qui avaient une consommation faible ou modérée, ceux qui avaient une consommation importante. On voit qu'évidemment, ceux qui ont une consommation importante ont une dégradation de leur abstinence qui est beaucoup plus importante. Donc c'est bien eux qui ont plus de mal et pour lesquels le traitement va être plus efficace. Or pour les autres, finalement, ils se débrouillent très bien sans médicaments et le médicament n'apporte pas grand-chose ou rien d'autre. Alors le problème de tolérance, évidemment, un sujet d'inquiétude, car s'il s'appelle oxybate de sodium, il s'appelle aussi GHB, donc c'est à la fois un médicament, d'ailleurs commercialisé depuis longtemps en Italie et ils en sont contents, mais c'est aussi une drogue de rue récréative qui a pu défrayer la chronique. Nos amis italiens expliquant qu'il y a une grosse différence en termes d'effets secondaires et de profil d'effets secondaires entre la drogue de rue et l'utilisation en tant que drogue de rue et l'utilisation dans le cadre de prescriptions réglementaires. Alors c'est vrai que quand on regarde les études disponibles actuellement, il n'y a pas d'inquiétude particulière quant au profil de risque d'effets indésirables, j'allais dire classique standard. On a des pourcentages assez voisins et des types d'effets indésirables assez classiques. Bon, malgré tout, s'il n'y a pas de signal majeur en ce qui concerne le risque d'addiction ou de potentiel addictogène, c'est quelque chose qu'il va falloir quand même préciser à la fois dans les études qui ont été faites et qu'il faudra regarder. Oui, j'ai terminé. Et oui, je termine. Merci. Et dans des études futures pour vérifier quelle est exactement la réalité. Ceci étant, très sincèrement, entre nous, on prescrit tous les jours des médicaments extrêmement addictogènes, des TSO, des benzos, tout ce qu'on veut. Donc c'est pas, à mon avis, quelque chose qui doit forcément faire agiter les chiffons rouges, car si c'est efficace et que ça rend service, je crois que c'est d'abord ça la question fondamentale. Alors, une dernière diapo, c'est est-ce qu'on a d'autres pistes? L'autre piste serait quand même de sortir un peu de médicaments. Tout ce qu'on a actuellement qui vient, c'est quand même des vieux médicaments. La plupart datent des années 70, sont un peu repeints. C'est là pour le baclofen, c'est là pour l'oxybate, qui est commercialisé en France depuis très longtemps, d'abord comme anesthésique et maintenant comme dans la narcolepsie, catalepsie. On attend un peu, Michael, on compte sur toi, se faire sortir des médicaments qui viennent d'une recherche un peu prospective, un peu structurée, et des pistes, il y en a, hein, on évoqué tout à l'heure. Alors l'N-acétylcystéine, c'est pas vraiment non plus un médicament très récent, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres pistes. Alors il y en a quand même une très intéressante qui est tout ce qui est régulation du système de stress. Donc, on voit que
Il y a des pistes qui peuvent s'ouvrir, mais il y en a plein d'autres. Alors, est-ce qu'associer certains médicaments à certaines psychothérapies, comme on l'a pensé avec l'analtrexone, entre naltrexone et TCC notamment, c'est mieux finalement? On n'a pas de recul et pas beaucoup d'arguments pour penser que oui. Est-ce que c'est mieux d'associer deux médicaments de mécanismes d'action différents que un? Alors malheureusement, les quelques données qu'on a ne sont pas concluantes. Moi, à titre personnel et sur un plan strictement pharmacologique, je pense que probablement oui. Au même titre que quand on a associé des médicaments relativement peu performants dans le cancer, dans l'hépatite, dans le sida, on a quand même beaucoup progressé et que ça me paraît rester quand même une piste intéressante. Et puis peut-être que la pharmacogénétique demain sera performante. Alors on a eu beaucoup d'espoir avec ce fameux allèle du gène OPRM1 du récepteur mu, notamment la publication qu'avait fait Osselin en 2003. Malheureusement, lui-même vient de publier le fait qu'il n'a pas reproduit ces résultats. L'idée, c'était que certains patients qui avaient un allèle de ce gène répondaient beaucoup mieux à naltrexone que les autres. Et lui-même vient de publier, malheureusement, qu'il n'avait pas reproduit ces résultats de 2003 et la méta-analyse montre des résultats discordants. Donc, clairement, c'est une piste assez passionnante pour l'avenir de médecine personnalisée, mais qui, pour l'instant, n'est pas vraiment concluante. Je vous remercie de votre attention.